On a vu que malgré son isolement, Gustave Moreau fut aux Beaux-Arts un formidable professeur pour Matisse et Rouault, leur enjoignant sans relâche de penser par eux-mêmes. On peut en dire autant de Franz von Stuck, qui, s'il n'a pas l'originalité de Moreau, sut tout de même orienter Kandinsky et Klee vers une voie personnelle. Stuck n'avait pas non plus l'originalité de Böcklin, encore moins sa poésie, mais son symbolisme trivial lui valut une gloire immense qu'on peine un peu à comprendre aujourd'hui. Quelques pépites tout de même dans son œuvre, où il prouva qu'il aurait davantage pu s'émanciper de l'influence du grand Böcklin. J'exagère à peine quand je dis que sa gloire fut immense. Regardez la villa néoclassique qu'il se fit construire à Munich et dont il dessina non seulement les plans, mais les meubles. Elle abrite aujourd'hui un musée consacré à l'Art nouveau. Avec l'Athéna casquée, elle aussi dessinée par Stuck, la villa fut l'emblème de la sécession de Munich, créée pour protester contre le conservatisme artistique de l'État allemand. Bien qu'elle ait regroupé autour de Stuck nombre d'artistes de talent, la sécession accoucha de tant de sécessions qu'on peine un peu à s'y retrouver. Le peintre était omniprésent lors de la première exposition du groupe, avec 9 toiles, dont les fameuses Innocence et Le péché. Sans doute s'agissait-il d'abord, pour les membres fondateurs, d'étonner l'art. Mais tout de même, ces deux peintures composent une sorte de programme éloquent du symbolisme, avec ce visage rêveur et ses lys blancs d'une part, ce serpent chargé de tant de symboles d'autre part, provoquant, séducteur, lié à la nuit froide et gluante des origines, et désigné par Bachelard comme sujet animal du verbe enlacer. Ce ne sera pas le seul serpent peint par Stuck, le succès obtenu y est sûrement pour quelque chose, mais il est bon de rappeler le serpent de Swinburne qui eut tant d'influence sur les pré-raphaélites. Ce corps d'argile souple et beau, écrivait le poète quelque temps auparavant, infecté d'écailles froides et colorées, comme les écailles de la lèpre sur la peau, avec le déploiement d'une gorge en feu comparable à du sang, avec des dents que convulse la douloureuse jouissance de la douleur et des paupières que déchire la sombre flamme du désir. Devenu célèbre par la grâce de 2 toiles, Stuck aura une fâcheuse tendance à se répéter, voire à se copier lui-même, mais je vous épargne les aspects les moins glorieux de sa peinture. Voyez sa Salomé, ce n'est pas qu'elle soit ridicule, mais comparée à celle de Gustave Moreau, elle fait un peu affiche des folies bergères. Ce jeu des comparaisons est d'ailleurs défavorable à toute la sécession de Munich. Si elle a fortement influencé l'Art nouveau, il vaut mieux pour elle ne pas la comparer à la sécession viennoise avec ses peintres du sentiment et du rêve, que sont Egon Schiele et Gustav Klimt. Il aurait sans doute fallu que Franz von Stuck, pour atteindre le niveau de ses glorieux confrères viennois, soit un peu moins soucieux du goût ornemental germanique. Pourtant, son œuvre visionnaire, La guerre, où un cheval et son cavalier piétinent l'humanité, nous dit quel artiste il aurait pu être. Tout comme le baiser du Sphinx, qui apporte la preuve de sa capacité à transformer un sujet mythologique en messager privilégié des passions humaines. C'est l'un des chefs-d'œuvre du peintre, l'une de ces pépites dont je parlais au tout début. Du mythe de Judith et Holoferne, qui inspira nombre d'artistes géniaux à la Renaissance, le symbolisme va faire l'un de ses thèmes de prédilection, et la version de Franz von Stuck est sans aucun doute l'une des meilleures. Mais encore une fois, sa danseuse de cabaret des années folles, aussi belle soit-elle, fait un peu pâle figure comparée à la Judith de Klimt, qui revisite tous les canons du mythe, avec son visage tourné vers le spectateur et son sourire indéfinissable, animé par davantage d'ironie que de volupté ou de plaisir.